On se retrouve en plateau avec Florian Philippot, président des Patriotes, pour parler à la fois de cette guerre en Ukraine et de la position française, de plus en plus belliciste, et de cette propagande pour aller contre tous les conquis sociaux, les acquis sociaux, pour faire l'effort de guerre, et la dette, toujours la dette. Autre sujet, on en parlait, vous disiez que Keir Starmer est en train d'essayer de faire tomber le Brexit, vous défendez le Frexit, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne, dont les institutions sont quand même souvent sous le feu des médias pour corruption. Encore une affaire au Parlement européen, après le Qatar et après d'autres, ce serait Huawei qui aurait corrompu quelques membres de l'auguste Parlement européen. Et alors ça a mis Nathalie Loiseau dans une colère noire, on l'écoute. Je sais que 2 bureaux ont été scellés hier à Bruxelles. Nous étions à Strasbourg en plénière. 2 bureaux de collaborateurs. Je n'en sais pas plus. Je respecte la présomption d'innocence. Mais si vraiment il y a des corrompus dans ce Parlement européen, je suis dans une colère noire à leur encontre. Alors, est-ce qu'il y aurait des corrompus au Parlement européen, Diantre. Y aurait-il des corrompus au Parlement européen? Ça met dans une colère noire Nathalie Loiseau qui va nous voler dans les plumes, c'est ça? Sans doute. C'est... Bon, quel sketch. L'Union européenne est la structure la plus corrompue du monde. Je vais vous dire pourquoi. C'est une structure qui a tous les pouvoirs, qui n'a aucun contre-pouvoir et qui brasse énormément d'argent. Et vous avez le cocktail. Et devant, le Parlement européen sert à rien. Très peu. Parlement européen, c'est décoratif. Le Parlement européen sert à rien. Et de toute façon, je vais vous dire, c'est même pas le débat de élu ou pas élu, parce que la Commission n'est pas élue, le Parlement est élu. À la limite, tant mieux que la Commission soit pas élue parce qu'elle aurait une fausse légitimité. Même le Parlement, c'est pas un vrai Parlement. Quand un Parlement ne représente pas un peuple, d'ailleurs au départ, il s'appelait pas Parlement, il s'appelait Assemblée et c'était des représentants des parlements nationaux. Ce qui aurait été une meilleure chose. C'était des délégations de parlements nationaux. Ouais. Voilà, là, à partir de Giscard, on est passé à l'élection directe pour faire croire qu'il y avait un peuple européen et donc un Parlement européen et pour donner une légitimité, un vernis démocratique à une structure qui ne peut pas l'être. Évidemment. Et qui ne prend aucune décision. Les lois sont discutées. Parfois, il y a de la proposé par la Commission, il y a les trilogues, etc. Mais il y a très peu de décisions qui se prennent au Parlement européen. Oui, mais à la limite, presque tant mieux, parce que souvent, il est encore plus dingue que la Commission. Je vais vous dire, parce que je l'ai bien connu. Et il se trouve que la Commission, effectivement, a le monopole de l'initiative des textes. Et ensuite, elle doit faire respecter. Puis, il faut ajouter la Banque Centrale Européenne et la Cour de justice de l'Union Européenne. Enfin, tout est cadenassé. Et bien sûr que c'est l'institution la plus corrompue. Il y a plein d'histoires de corruption. Puis, il y a celles qu'on voit et celles qu'on veut pas chercher. Vous avez tous les réseaux Soros, tous les réseaux atlantistes qui inondent, à mon avis, d'argent bien plus considérable que simplement ces sociétés qataries ou chinoises dont on parle. Et tout ça, on le regardera pas parce que ça, c'est considéré comme une ingérence pour le bien. Madame Loiseau, elle est dans les réseaux Soros. Je dis pas qu'elle est corrompue. Non, c'est public. Mais je dis que elle est dans les effectivement. Et elle est à la tête de la commission justement du Parlement européen du bouclier démocratique, qui est à l'origine, par exemple, de dire qu'en Roumanie, un candidat comme Gorgescu n'a pas le droit de se présenter parce que il serait le candidat des Russes et qu'il aurait eu une campagne de fermatrol russe. Ce cas roumain, quand même, il est emblématique. Alors, au-delà, bien sûr, de la position politique de Monsieur Gorgescu. On a là affaire à une justice politique, un cas de lawfare comme on appelle, où on descend un candidat avant même qu'il puisse se présenter. Enfin, il s'est présenté, il arrive en tête au premier tour, il est en tête dans les sondages, et là, les institutions roumaines font en sorte qu'il n'ait pas le droit de se présenter. Oui. Et l'Union européenne applaudit. Bien sûr. Elle applaudit parce qu'en fait, elle tient derrière la marionnette. C'est elle qui agit. En réalité, c'est un laboratoire, la Roumanie. Il faut bien que les gens le comprennent. Et c'est tellement vrai qu'on commence à voir fleurir des articles en France en disant 2027, en France, la présidentielle risque d'être sous ingérence russe. Ce qui est exactement l'argument qui a été utilisé pour invalider la première élection présidentielle roumaine, puis la candidature de Georgescu pour la seconde. Ce bouclier démocratique européen, parce que tout se connecte. En fait, les choses sont simples. L'Union européenne sait que les peuples en ont ras-le-bol de l'Union européenne, et qu'il y a un vent de révolte, pour plein de raisons légitimes. Ce qu'elle craint, c'est que la paupérisation, maintenant la guerre, ça fait beaucoup. Le seul truc qu'elle ne maîtrise pas encore, ce sont les élections nationales qui peuvent faire arriver au pouvoir un pouvoir anti-Union européenne. Ce qui était le cas en Roumanie. Pour se prémunir de ça, il y a un argument formidable, c'est de dire l'élection n'est pas valable parce qu'elle était faite sous ingérence. Ingérence de Musk, de Trump, des Russes, au choix, ils choisiront. Et donc, pour la démocratie,
parce que pour l'état de droit, c'est toujours présenté comme ça. On va devoir annuler le scrutin et pour cela, on a créé une institution communautaire qui s'appelle le bouclier démocratique européen. Et effectivement, c'est l'eurodéputée macroniste Nathalie Loiseau qui préside la commission spéciale qui a été instituée en janvier au Parlement européen pour mettre sur pied ce bouclier démocratique européen. Donc tout est ficelé. C'est-à-dire qu'on va vous chercher un argument, on va vous dire il y a eu de l'ingérence, donc le scrutin n'est pas juste, l'état de droit n'est pas respecté, la démocratie n'est pas respectée, donc on annule le scrutin, donc on empêche des candidatures et donc l'Union européenne aura protégé l'état de droit et la démocratie, ce qui est sa vocation naturelle. La boucle est bouclée. Voilà ce qu'ils sont en train de mettre en place. Ne pas croire que ça concerne que la Roumanie, ça concernera tout le monde. Thierry Breton avec Rachel Morceau, il avait dit on l'a fait en Roumanie, on le fera évidemment en Allemagne si c'est nécessaire. Ça n'a pas été nécessaire parce qu'il a manqué 5 points à l'AfD pour que ce soit nécessaire. Mais si l'AfD avait fait 25 au lieu de 21, je peux vous assurer que ça aurait été nécessaire et qu'il l'aurait fait. Voilà, c'est l'Allemagne. On parle de la première puissance économique de la zone. Donc ils le feront évidemment en France. C'est Marine Le Pen qui est. Non, mais le RN n'a rien à craindre. Il faut des critiques. Vous pensez que les procès des assistants parlementaires justement du FN, elle va s'en sortir sans. Alors moi, je pense que le RN n'a rien à craindre de l'Union européenne. C'est devenu, vous savez, l'AfD a une position quand même rude par rapport à l'Union européenne. Dans leur projet, il y a le Dexit et la sortie de l'euro. C'est pas du tout dans le projet du RN. Donc ça n'y est plus. Oui. Non, ça n'y est plus du tout. Ils veulent même rester dans Schengen, le marché européen électricité, rien du tout dans le projet du RN. Donc c'est plus une menace, c'est pour le système. Ils votent même pas les motions de censure, ils votent pour Ferrand. Hier, ils ont même pas voté contre la résolution sur l'Ukraine. Tout ça est délirant. Donc le RN n'est pas un anti-système aujourd'hui. Donc il n'a pas besoin qu'on déclenche le bouclier démocratique européen. Non, par même contre, si Marine Le Pen était. Alors en interne, je pense qu'il y a une vraie guerre actuellement au sein du RN. Vous savez, Bardella est encore plus rallié au système que Marine Le Pen. Marine Le Pen, il y a des restes encore. Elle a quand même pendant des années dit qu'il fallait sortir de l'Union européenne et de l'euro. Elle a dit que même c'était le premier des combats. Elle avait raison à l'époque. Et puis elle a renoncé, mais forcément ça laisse des traces. Alors que Bardella, il se préoccupe pas de tout ça. Il est complètement rallié au macronisme. Il y va à fond. La méchante Russie. On reste dans l'OTAN, on reste dans l'UE, on reste dans l'euro. Il fait la bise à Zelensky. Il coche toutes les cases du système. Donc je pense qu'à l'intérieur du RN, il va y avoir, suite au rendu judiciaire, là, au délibéré le 31 mars, il va y avoir, à mon avis, une guerre interne qui a déjà commencé en sourdine, mais qui va prendre de l'importance. Et le candidat du système, c'est plutôt Bardella, plus que Marine Le Pen. Qui est très, très raccord avec tout le discours officiel. Mais vous parliez tout à l'heure des oppositions, justement, qui sont très sages face à Emmanuel Macron, qui était pourtant au creux de la vague après la dissolution ratée, qui n'arrivait pas à reprendre, la censure de Michel Barnier. Et là, on a l'impression que tout le monde s'est mis d'accord pour dire on va laisser une chance au produit qui, a prouvé quand même, est une catastrophe pour la France. Rien qu'à voir les 3600 milliards de dettes, la désindustrialisation, le chômage, et maintenant c'est cette stratégie du choc permanente pour faire pousser des lois antisociales. Pourquoi les oppositions sont si faibles ? Alors qu'elles ont les cartes aujourd'hui pour faire tomber François Bayrou. Effectivement, le non-vote de la motion de censure nous amène à nous dire pourquoi à ce moment-là ont-ils voté la motion de censure en décembre contre Barnier. Bon, puisque Bayrou fait encore pire. Donc ça n'a effectivement aucun sens. Bayrou, qu'on me dise pas, on va lui laisser sa chance parce qu'on ne le connaît que trop. 50 ans, Il y a 50 ans de carrière. C'est vraiment, en plus, Bayrou, c'est vraiment un produit du système. C'est-à-dire, c'est quand même le type qui a trouvé à chaque fois un moyen de se raccrocher pour trouver un mandat, un poste, une fonction, c'est une moule qui s'accroche à son rocher. C'est incroyable. C'est-à-dire, il a toujours vécu au crochet du contribuable français, monsieur Bayrou, sans jamais rien faire d'ailleurs. Il a des discours creux. Pas de grande loi Bayrou. Mais quand il était ministre de l'Éducation nationale dans les années 90, il a laissé le souvenir d'un ministre qui ne faisait strictement rien. Voilà. Y compris à Bétaram. Alors là, en plus, il y a un scandale qui aurait justifié en plus une motion de censure. Les oppositions, entre guillemets, à mon avis, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a toute une partie de la pseudo-opposition qui est raccord idéologiquement avec le macronisme, donc ça leur pose pas de problème. Je pense au PS, tout ça, évidemment. Après, il y a une partie des oppositions. Le RN, je pense, n'a plus de colonne vertébrale idéologique. Donc, à partir du moment où vous n'avez plus de colonne vertébrale idéologique,
que vous n'êtes plus au clair sur la souveraineté nationale, vous ne dites plus les préalables, c'est-à-dire qu'un pays qui de toute façon n'a pas sa souveraineté ne changera pas de politique, se fera dicter toujours la même politique, quelles que soient les alternances. À partir du moment où ils ont lâché ça, ils ont laissé tomber ça, il n'y a plus rien si vous voulez. C'était le piège de laisser tomber ça. Je leur avais expliqué en 2017, quand je suis parti, je leur ai dit, vous allez tout laisser tomber, à la fin vous serez complètement ralliés. C'est ce qui ça a mis 8 ans, 7-8 ans, mais c'est maintenant le cas. Et donc sans colonne vertébrale, ils sont une opposition mollusque. Ils sont, on peut voilà. Et en plus, il y a le politiquement et le médiatiquement correct. Si vous voulez continuer à être invité sur BFM TV, sur LCI, sur TF1, à être bien traité, à être gentiment traité, il faut être dans l'opposition, mais pas trop. Vous voyez, c'est ce qui explique aussi le fait que vous n'ayez pas d'élus patriotes, par exemple. Moi, si vous voulez, si vous arrivez sur un plateau pendant le Covid et vous dites d'emblée, non. Tout ce qu'ils font, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de base scientifique, pas de passe sanitaire, pas de passe vaccinale, il y a le danger des effets secondaires, ça. Vous venez une fois, vous venez pas 2 fois, si vous voulez. Si vous venez en disant, on n'est pas totalement d'accord, certes, il faut encourager la vaccination de masse, mais il faudrait peut-être le faire autrement, etc., style RN ou LFI, on vous réinvitera. Parce qu'on dira, c'est bien, il y a un semblant d'opposition démocratique pour le théâtre, mais en fait, c'est pas dangereux. Ouais. Pareil sur l'Ukraine. Si vous arrivez en disant, il n'y a pas de menace existentielle russe, tout ça, c'est de la foutaise, vous n'êtes pas réinvité. Ouais. Et même maintenant, vous n'êtes pas invité tout court. Tout court. Sauf sur Sud Radio. Oui, mais quelques médias, mais c'est très rare. Médias, ouais. D'autant que c'est l'Arcom qui est censé contrôler tout ça et qu'on ne peut évidemment pas faire confiance à l'Arcom qu'il faudrait supprimer. Et donc, vous faites entendre autrement. Maintenant, il y a des formidables médias indépendants, il y a les réseaux sociaux qui sont très puissants, et puis il y a le combat de rue, j'allais dire entre guillemets, c'est-à-dire la mobilisation. Bien sûr, les mobilisations, les manifestations, il y a plein de choses à faire, il faut se montrer, il faut être dans le combat permanent. On peut pas accepter que ces oppositions, entre guillemets, nous représentent, puisqu'elles ne nous représentent pas, elles ne représentent aucune opposition sérieuse et réelle. Merci beaucoup, Florian Philippot, président des Patriotes, d'avoir été notre invité. Merci à vous.